Damien Nettles. Le samedi 2 novembre 1996, Damien, 16 ans, a prévu de se rendre à une fête à Cowes, sur l'île de Wight, en Angleterre. Avant de quitter sa maison, il appelle sa nouvelle petite amie, Gemma, pour lui dire qu'elle lui manquait. Peu après 19h, son père l'amène en voiture chez son ami Chris Boone. Avec Davy, le frère de Chris, ils se rendent à une soirée dans une maison discrète de East Cowes. Mais c'était loin de la fête qu'avait imaginé Damien. Ils n'étaient pas nombreux et il y avait quasiment que des couples. Damien s'ennuie rapidement et veut quitter la soirée pour aller en ville. Alors lui et Chris partent vers 21h30, embarquent dans le petit ferry pour retourner à Cowes et s'arrêtent pour acheter des bières en chemin. D'après Chris, Damien a essayé d'entrer dans de nombreux pubs de la rue principale de Cowes à la recherche de sa sœur aînée, Sarah. Une déclaration d'un témoin de l'époque le confirme aussi. Mais sa mère, Valérie, affirme que Damien savait que Sarah ne serait pas sur l'île, car elle était à Portsmouth. Alors Damien se servait-il d'elle comme excuse pour entrer dans les pubs? Cherchait-il quelque chose d'autre? Ou quelqu'un d'autre? Vers 22h, Damien et Chris entrent dans la friterie Yorkies, sur High Street, mais repartent, sans rien commander. Ils ont ensuite tenté d'entrer dans des pubs, mais en vain. Chris étant assez petit et mince, les videurs n'avaient aucun doute quant à son âge. À 22h30, Chris annonce qu'il a froid, qu'il est trempé et qu'il veut rentrer chez lui. Il persuade Damien de l'accompagner et les garçons quittent la ville en direction de leur domicile et se séparent sur les marches de Northwood Park. Mais la soirée vient de commencer pour Damien. C'est la première fois qu'il a le couvre-feu de minuit, alors hors de question de rentrer maintenant. Il retourne en centre-ville et essaye à nouveau d'entrer dans des bars. Sans Chris, qui fait très jeune, Damien a une chance. Il est très grand et peut passer pour un jeune homme de 18 ans. Des témoins ont indiqué l'avoir vu buvant dans un pub. Un autre se souvient également d'une rencontre très bizarre. Vers 23h15, il voit Damien essayant d'ouvrir les portières d'une Ford Fiesta bleue sur le parking du pub Arbor Lights. À 23h34, Damien est filmé entrant à nouveau dans la friterie Yorkies. Ce sont les dernières images jamais enregistrées du jeune homme. Ensuite, un autre témoin place Damien à un arrêt de bus près des supermarchés du Cooperative Group. À 23h55, il monte dans un bus demandant à aller à Cowes, mais le chauffeur lui répond qu'il se trouve déjà à Cowes. Damien s'excuse, remercie l'homme et descend du bus. À 23h59, un troisième témoin, qui attend dans sa voiture que son enfant arrive, affirme avoir vu une personne correspondant à la description de Damien mangeant des frites à l'arrêt de bus. Cette dame explique que Damien s'est approché de son véhicule, alors elle a baissé la vitre, puis il lui a dit en chuchotant « Il nous regarde » à 2 reprises avant de s'éloigner en direction de High Street. À minuit 6, il est vu une dernière fois dans High Street, seul, mangeant ses frites, avant de disparaître du champ de la caméra. Depuis, cet enregistrement a été perdu par la police. En novembre, il y a peu de touristes et les rues du vendredi et du samedi soir sont très calmes, étrangement calmes. Ce soir-là, en plus, il faisait un temps de chien. Toutes les rues et les routes secondaires sont bordées de fenêtres. Si quelque chose était arrivé à Damien cette nuit-là, comment se fait-il que personne n'ait rien vu ou rien entendu? Le lendemain matin, c'est la petite sœur de Damien, Melissa, qui remarque la première que son lit n'a pas été utilisé. La famille appelle la maison de Chris Boone, mais Damien n'est pas là. Sa mère, Valérie, signale sa disparition à 15h ce dimanche 3 novembre 1996. C'est le docteur Coran Lawrence, un ami de Valérie, et non la police, qui récupère les images de Damien sur la caméra de vidéosurveillance de la friterie. D'après lui, je cite, « La police ne voulait rien faire, alors j'ai décidé de parcourir la rue en demandant à droite et à gauche si quelqu'un l'avait vu. L'homme de la friterie m'a dit qu'il y avait une petite caméra au-dessus de la porte et que je pouvais y jeter un coup d'œil. » D'après l'enregistrement, la conversation entre Damien et les 5 hommes aussi présents dans la friterie semble amicale, alors la police les écarte rapidement de l'enquête, omettant de les identifier et de les interroger. Ce n'est que des années plus tard que ce sera fait, et seulement après qu'un examen interne ait mis en évidence le fait que ça n'avait pas été effectué. Pour la police, Damien, ivre, est malencontreusement tombé à l'eau et s'est noyé. Fin de l'histoire. Edward, le père de Damien, s'adresse au capitaine du port. Ce dernier sort les cartes, calcule les mouvements de marée, les marées fixes et les taux de marée, ainsi que les possibilités au cas où il aurait glissé dans l'eau. Le courant autour de l'île, le Solent, est compliqué, mais il est aussi bien cartographié. D'après le capitaine, je cite, « Je suis certain que s'il était tombé à l'eau cette nuit-là, il aurait été ramené sur la terre ferme. Lorsque l'eau est froide, il faut un peu plus de temps pour que le corps revienne à la surface. On peut le retrouver 2 ou 3 jours plus tard.
C'est pourquoi nous sommes restés attentifs pendant un certain temps. Des recherches approfondies sont entreprises à l'aide de bateaux, mais rien n'est retrouvé. Sa famille est convaincue qu'il ne s'est pas enfui. Il semble que Damien était un garçon heureux, satisfait et qu'il aimait la vie. De toute façon, tous les ferries pour le continent s'étaient arrêtés pour la soirée. Puis, des années plus tard, la police descend finalement de ses grands chevaux et finit par enquêter sur un possible acte criminel. Mais des documents cruciaux, notamment le registre des appels passés à la police cette nuit-là, ont disparu. Les carnets de la police n'ont pas été conservés et même les détails concernant les agents qui étaient en service cette nuit-là ont été perdus. Ce n'est qu'en mars 2002, lorsque l'enquête est confiée au département des crimes majeurs du Hampshire Constabulary, que les détails recueillis dans l'affaire de Damien sont finalement introduits dans le système informatique Holmes. C'est à cette époque qu'un informateur affirme être allé voir la police pour leur raconter ce qui était arrivé à Damien. Cette personne était un associé du trafiquant de drogue local Nicky McNamara dans les années 1990. Estimant que ses paroles n'avaient pas été suivies des faits, 8 ans plus tard, en 2010, il prend contact avec Valérie. Il raconte à la famille Nettles que Damien a été tué par McNamara au cours d'une dispute sur le cannabis. McNamara aurait donné un coup de poing sous l'effet de la colère, mais n'avait pas eu l'intention de tuer Damien. Selon l'informateur, le corps de Damien a été caché dans un repère de trafiquants de drogue bien connu à Coves, où il était resté jusqu'à 3 semaines. Le corps a ensuite été enterré près de la piste cyclable reliant Coves à Newport dans un sac à voile. Valérie transmet à nouveau l'information à la police. Ce développement en 2010 et la nomination d'un nouvel officier supérieur chargé de l'enquête redonnent de l'énergie à l'affaire et une série d'arrestations et de perquisitions suivent peu après. Toutes les personnes arrêtées ont des liens avec le milieu de la drogue en 1996 et avec un homme, Nicky McNamara. La même année, la police fouille les marais le long de la piste cyclable mentionnée par l'informateur. Rien n'est retrouvé. Finalement, ce dernier change de version et affirme que Damien a été enterré dans un bosquet à Gurnard, le long d'une autre piste cyclable inutilisée. Là encore, des recherches sont effectuées avec des chiens renifleurs de cadavres, mais rien n'est retrouvé. Mais Damien avait-il réellement un pied dans le monde de la drogue ? D'après Davey, le frère de Chris, Damien fumait du cannabis et son dealer habituel lui a fait faux bond à l'été de sa disparition. Sa petite amie Gemma affirme n'avoir jamais été interrogée par la police à propos de si Damien prenait des drogues ou pas. Sa copine d'avant, Abby, explique que Damien avait commencé à changer avant qu'il ne se sépare en juillet 96. Elle dit, je cite, « Il traînait avec des groupes de personnes différentes, un peu plus âgées que lui. Il y avait manifestement des choses qu'il gardait pour lui. C'était peut-être de la drogue, je ne sais pas. » Au fil des ans, les rumeurs sont allées bon train à propos de la disparition de Damien. Mais rien n'a jamais permis de faire éclater la vérité. Toutefois, une rumeur refuse de disparaître, et cela nous ramène à Nicky McNamara et à l'histoire d'une bagarre qui a conduit à la mort de Damien. Les circonstances précises, le lieu et le mobile diffèrent selon les sources, mais l'accusé reste le même. Alors pourquoi ne pas l'interroger, me direz-vous ? Parce que Nick McNamara est décédé d'une overdose en 2002. 28 ans plus tard, les restes de Damien n'ont toujours pas été retrouvés. L'affaire est toujours en cours et pour Valérie et le reste de la famille Nettles, les recherches se poursuivent sans relâche. Corey McGeeg. Corey, 23 ans, artilleur dans le régiment de la Royal Air Force, a l'intention de se rendre à Bury St. Edmunds ce 23 septembre 2016 avec un groupe d'amis de la base aérienne, mais à la suite d'un malentendu, il a été laissé sur place. Alors il se rend lui-même en ville, située à environ 15 km de la base. Il gare sa BMW Z4 sur Robert Bobby Way peu après 22h et il passe 1 heure au téléphone avec son frère, Darok, afin d'organiser le week-end suivant. Puis Corey part rejoindre ses amis. Le groupe se rend au So Bar sur Longton Place. Apparemment, Corey est un habitué de tous les bars du petit centre-ville. Corey et ses amis se rendent ensuite au pub Witherspoon Corn Exchange vers 23h30 et quittent ce bar 1 heure plus tard pour aller à la boîte de nuit Flex sur St. Andrews Street à 1 minute de marche. Apparemment, à ce stade, Corey était ivre. Environ 30 minutes plus tard, il est escorté hors du Flex par le videur. C'est à partir de ce moment que Corey se retrouve seul, ses amis ne l'ayant pas suivi hors de la boîte. Manifestement affamé, Corey commande des hamburgers, un kebab et un paquet de frites à son restaurant habituel, Pizza Mamma Mia, où il semble heureux et joue à pierre-papier-ciseaux avec un inconnu, d'après les témoins.
On peut le voir manger sur cet enregistrement au moment où il passe devant la caméra de vidéosurveillance située en face du pub The Grapes, à l'angle de Wengovel Street et de St. Andrew Street vers 1h20 du matin. Puis Corey fait une sieste d'environ 2 heures dans l'embrasure de la porte du magasin d'électricité Hughes, à l'angle de Bengrove Street et de St. John Street. À 3h08, il envoie à un ami, depuis son téléphone, une photo d'une soirée précédente. À 3h25, Corey tourne à droite et entre dans un cul-de-sac contenant un certain nombre de bennes à ordures connus sous le nom de Horseshoe, derrière Greg's. C'est la dernière fois que Corey sera vu vivant. La Royal Air Force signale la disparition de Corey à la police le lundi 26 septembre, lorsqu'il ne s'est pas présenté à la parade à 11h30. L'une des premières théories était que Corey avait peut-être tenté de rentrer à pied à la base et qu'il a été renversé par une voiture et qu'il soit mort dans un fossé quelque part en chemin. À ce titre, une partie de l'A14 près de Bury St. Edmunds est fermée pendant que la police effectue des recherches sur le bord de la route, mais rien n'est retrouvé. L'implication d'un tiers est rapidement écartée par la police, car d'après les enregistrements de vidéosurveillance, Corey n'est jamais ressorti du cul-de-sac. La zone est fermée par des bâtiments et les toits sont fouillés et analysés par la police. Apparemment, il a été prouvé qu'un individu ne peut pas quitter la zone à pied sans être filmé. Son téléphone portable est localisé le long d'un itinéraire entre Bury St. Edmunds et une décharge près de Barton Mills, le long du corridor de la route A1101. La police hésite en premier lieu à rechercher les restes de Corey sur le site, car ils estiment que le poids d'un camion était d'environ de 35 kg, donc impossible que Corey soit dedans. Les données téléphoniques indiquent que ce trajet a duré 28 minutes, ce qui signifie qu'il n'a pas pu être transporté par une personne marchant à pied. Le téléphone portable était soit éteint à 8 heures, soit à court de batterie, soit endommagé, et il n'a jamais été retrouvé. En mars 2017, cependant, la police découvre que le poids du camion était nettement plus élevé, plus de 100 kg, donc que Corey a sûrement été transporté dans une des bennes à ordures. La mère de Corey, Nicola, n'est pas convaincue puisqu'elle affirme avoir vu de nouvelles données indiquant que les charges des bennes à ordures étaient souvent supérieures à 100 kg, donc que cela ne prouvait rien de manière irréfutable. Mais d'après la police, le scénario le plus probable est que Corey, ivre, se soit malheureusement installé dans la poubelle qui a été vidée dans le camion Biffa et qu'il a donc fini dans le processus de traitement des déchets. Le communiqué précise, je cite, « Nous sommes parvenus à cette conclusion sur la base de toutes les preuves dont nous disposons et pas seulement sur la base du poids de la poubelle. » Les agents passent 20 semaines à fouiller une décharge près de Cambridge où les poubelles de Bury St. Edmunds ont ensuite été déposées, mais ils n'ont pas trouvé de restes. Le père de Corey, Martin, reconnaît sur les réseaux sociaux que son fils avait tendance à dormir dans et sur les poubelles. Information que réfute catégoriquement sa mère, Nicola, soulignant le fait que Corey venait de faire une sieste de presque 2 heures et qu'il était fier de son apparence et propre sur lui, et qu'en cas de besoin, il aurait pu aller dormir dans sa voiture qui n'était pas très loin. De plus, d'après elle, pour que son fils ait disparu du cul-de-sac, il a dû être emmené par quelqu'un d'autre à bord d'un véhicule. En 2018, Nicola révèle que la police ne disposait que des images de vidéosurveillance du samedi matin jusqu'à midi. Elle affirme alors que son fils aurait pu se lever et partir à n'importe quel moment après l'arrêt des images de vidéosurveillance. Comme la période de 28 jours pour conserver les images est passée, il n'y a aucun moyen de vérifier s'il a quitté la zone plus tard dans la journée. Dans un message publié sur Facebook en novembre 2018, Nicola déclare que lors de sa dernière réunion avec la police du Suffolk, on lui a montré des images de vidéosurveillance montrant des personnes entrant et sortant de la zone du Horseshoe le matin où Corey a disparu. Toutes les personnes filmées portaient des vêtements sombres, à l'exception d'un individu que l'on voit quitter la zone portant un pantalon clair, de la même couleur que celui que portait Corey la nuit en question. D'après elle, il est possible que Corey ait décidé de s'enfuir, même si elle pense que c'est peu probable. Corey avait des projets pour le week-end suivant, il avait une copine, une carrière. Les recherches ont été suspendues en mars 2018 et une enquête menée en mars 2022 a conclu que Corey était décédé après être monté dans une benne à ordures à la suite d'une asphyxie par compression associée à des blessures multiples. Tapiwa Matui. Tapiwa, surnommé Tapi par ses amis, est un jeune homme de 21 ans. Il venait d'obtenir un diplôme en technologie de l'information et était un rappeur en herbe.
Le 7 février 2019, il se rend dans une boîte de nuit locale appelée Fiction, à Swansea, là où il vit. À 4h40, Tappy est vu sur une caméra de surveillance entrer dans un McDonald's voisin avec au moins un ami en t-shirt bleu. Après 8 minutes dans le restaurant où il semble discuter et plaisanter, Tapiwa est filmé partant, seul, presque en courant. La vidéosurveillance enregistre ensuite Tappy retournant à son logement étudiant et moins d'1 minute plus tard, il repart et reprend la même direction qu'à son arrivée. À 5h30, il est filmé à l'extérieur d'un supermarché local, le Sainsbury, situé près de la rivière Tawey, qui traverse la ville. On peut voir Tapiwa se faufiler entre les piliers alors qu'il traverse le parking du supermarché. À 7h06, le jeune homme est filmé arrivant à pied à Swansea Yacht Club, dans la marina locale. C'est la dernière fois qu'il sera vu. Le compte WhatsApp de Tapiwa a été activé pour la dernière fois vers 5h ce matin-là, donc vers son logement étudiant. Son téléphone et sa carte bancaire n'ont pas été utilisés depuis. Sa famille a remarqué que quelque chose n'allait pas lorsque Tapiwa ne s'est pas présenté à la maison familiale le lendemain pour accueillir sa petite sœur à la sortie de l'école, chose pour laquelle sa famille affirme qu'il était toujours présent. Son père a du mal à comprendre que personne n'ait pu voir Tapiwa dans une rue aussi fréquentée et pense que les témoins pourraient dissimuler des informations. Sa famille a placé jusqu'à 10 000 affiches de disparition dans la ville et ses environs. Aucune piste ou information n'a été donnée aux forces de l'ordre. Décrivant le caractère de Tapiwa, son père déclare que la disparition est tout à fait inhabituelle et affirme qu'il est impossible que la disparition soit volontaire. Je pense personnellement que le dernier lieu connu de Tapiwa, une marina qui se jette dans l'océan, est probablement très lié à sa disparition. Chiara Henry. Chiara est une jeune femme extravertie, spontanée et aventureuse qui adore voyager. Originaire de San Diego, elle part en voyage à Maui, dans l'archipel d'Hawaï, le 18 juillet 2019 et s'installe à l'hôtel Aston Maui Hill. Ce sont les dernières images jamais filmées de Chiara. Au cours des 2 jours suivants, elle participe à des excursions en groupe et se rend en bus au parc Wainapanapa et à Wailele Farms. Le 21 juillet à 14h, elle se rend au comptoir Hertz à l'aéroport de Kahului, situé à 30 minutes en voiture de son hôtel, dans le but de louer une voiture pour 2 jours, car Chiara a tellement apprécié le parc qu'elle voulait y retourner. À partir de cette journée-là, les appels sur le téléphone portable de Chiara tombent directement sur la messagerie vocale. Il n'y aura plus aucune activité sur son téléphone depuis le 21 juillet, ni aucune activité bancaire ou de carte de crédit. Le 25 juillet, le véhicule de location de Chiara est signalé par les responsables du parc. À l'intérieur du véhicule se trouvent ses bagages, sa carte de crédit et ses papiers d'identité. Son téléphone portable, son petit sac à dos et la clé de voiture ne se trouvaient pas dans le véhicule et n'ont jamais été retrouvés. Le lendemain, 26 juillet, la société de location récupère la voiture et c'est l'un de ses employés qui a contacté la sœur de Chiara pour l'informer de sa disparition, de sorte qu'immédiatement après cet appel, elle signale l'incident à la police. Les agents ont pu constater, d'après le kilométrage de la voiture, qu'elle avait été conduite directement de l'agence de location au parc. La police et plusieurs bénévoles fouillent le parc, mais aucun indice n'est retrouvé. La famille de Chiara offre une récompense de $10 000, ensuite portée à $15 000 pour toute information, mais cela ne donne rien non plus. Le 29 juillet, Chiara devait prendre l'avion pour San Diego, mais vous vous en doutez, elle n'est jamais rentrée chez elle. La famille Henry ne croit pas que la jeune femme soit partie de son plein gré car elle était proche d'eux. Depuis sa disparition, la famille a fait plusieurs voyages pour rechercher Chiara à Maui. En 2023, une personne qui se trouvait à Hawaï a affirmé avoir vu la jeune fille sur l'île, mais après vérification de son identité par les forces de l'ordre, cela s'est avéré être une fausse piste. À ce jour, sa disparition reste un mystère, mais il est légitime de penser qu'elle se soit perdue dans le parc ou blessée et que son corps n'a jamais été retrouvé, la végétation y étant très dense.
Brandy Wells. Brandy, une jeune Texane de 23 ans, a envie de faire la fête. Elle reprend bientôt ses études à l'université et a envie de profiter de ses derniers moments de liberté. Le mercredi 2 août 2006, elle se présente à l'improviste au domicile de ses parents à Tyler, Texas. Sa mère Hélène est surprise mais ravie de la voir. La sœur de Brandy, Georgia, est dans sa chambre et Brandy lui demande si elle a envie de sortir avec elle ce soir-là. Mais Georgia refuse. Tant pis, Brandy ira seule. Mais la jeune femme est à court d'argent et d'essence et demande à ses parents s'ils peuvent soit lui donner du cash, soit lui prêter une voiture. Malheureusement, aucun d'eux n'a de liquide ou de voiture à lui prêter. Avant de partir, Brandy dit à sa mère qu'elle sort rejoindre des amis et cette dernière ne lui pose pas plus de questions. Elle s'est dit que sa fille se rendait au club Electric Cowboy à Tyler et que les amis qu'elle prévoit de rencontrer sont probablement des gens du lycée qu'elle n'a pas vus depuis longtemps. Il semble que Brandy, après avoir quitté le domicile de ses parents, se soit dirigée vers le 11th Frame Club, un bar du bowling local. L'heure à laquelle Brandy est arrivée et la durée de sa visite ne sont signalées nulle part, mais d'après l'enquête, elle aurait pu quitter le bowling à n'importe quel moment entre 20h30 et 21h30. Brandy commande un verre sur la note de sa mère, ce qui signifie qu'elle ne le payera pas elle-même. Puis elle se met à discuter avec le barman et lui apprend qu'elle se rend à la boîte de nuit Graham Central Station qui se trouve à 45 minutes de là, à Longview. Le barman est inquiet, mais Brandy insiste sur le fait qu'elle peut se débrouiller seule. Elle appelle sa marraine pour lui proposer de sortir avec elle ce soir-là, mais elle aussi refuse. Cela soulève donc la question suivante. Si Brandy cherche quelqu'un avec qui sortir, pourquoi ne pas avoir contacté ses amis d'enfance? Et cela prouve-t-il que finalement Brandy ne rejoignait personne là-bas? Puis Brandy prend la route. En voiture, elle passe 2 appels au club et on dit qu'elle leur demandait son chemin, ce qui indique qu'elle n'était pas sûre de l'endroit où elle allait et qu'elle s'était trompée de direction et s'était perdue. Personne ne sait avec certitude quelle quantité d'essence avait Brandy et comment le fait de s'être perdue pourrait avoir un impact sur sa capacité à se rendre au club ou à retourner chez ses parents à Tyler ensuite. À 22h30, Brandy est filmée par les caméras de vidéosurveillance entrant seule dans le club. Elle est finalement filmée quittant le club vers minuit 30. C'est la dernière observation connue de Brandy Wells. Le lendemain matin, vers 9h15, un policier repère une voiture abandonnée sur le bord de l'autoroute I-20, la portière du côté conducteur entrouverte. La voiture n'est pas déclarée volée. Il la marque donc comme abandonnée et continue son chemin. Ce n'est que 6 jours plus tard qu'elle sera identifiée comme étant celle de Brandy. La voiture restera sur le bord de l'autoroute pendant tout ce temps. La mère de Brandy se réveille et découvre qu'il n'y a aucune trace d'elle ou de sa voiture. Elle suppose qu'elle était trop ivre pour conduire et qu'elle est restée avec ses amis. En début de soirée, le colocataire de Brandy appelle sa mère. Selon lui, Brandy a dit qu'elle reviendrait dans l'après-midi, mais elle n'est jamais revenue et il n'arrive pas à la joindre. Sa mère essaye aussi, sans succès. Elle est déclarée disparue dans la journée. 6 jours plus tard, donc, la voiture abandonnée sur la I-20 est finalement identifiée comme étant celle de Brandy et la police scientifique vérifie le véhicule tandis que les chiens inspectent les lieux. Le siège du conducteur est très reculé, alors que Brandy est petite, ce qui a donné lieu à des spéculations. Toutefois, j'ai lu sur des forums que pour certains, c'est tout à fait explicable dans le sens où certaines personnes reculent toujours leur siège pour sortir de leur voiture plus confortablement. On ne sait pas si c'était l'habitude de Brandy ou pas. Sur la banquette arrière de la voiture se trouve le sac à main de la jeune femme, avec son portefeuille et ses papiers d'identité, une serviette en papier sur laquelle sont inscrits le nom et le numéro d'un homme, ainsi qu'un téléphone portable. Ses clés ne sont pas retrouvées. Dans le coffre, il y a un bidon d'essence. La famille de Brandy dit qu'il ne lui appartient pas. On ne sait pas si Brandy était ou non en panne d'essence lorsque la voiture a été abandonnée. Quand ils l'ont fouillée, les policiers ont ajouté de l'essence au réservoir car elle n'arrêtait pas de caler. Après le remarquage, on a découvert que la clé qu'ils essayaient d'utiliser déclenchait le dispositif anti-vol, ce qui explique qu'elle est calée à de nombreuses reprises. Il n'est pas précisé si le niveau de réservoir avait été mesuré avant l'ajout d'essence. Les enquêteurs se rendent finalement au club Graham pour interroger les employés et visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Lors de la première fouille du club, ils demandent aux employés s'ils se souviennent de Brandy et de la nuit où elle a disparu. Les employés qui la reconnaissent affirment qu'elle a bu 1 ou 2 verres, mais ne sont pas sûrs.
plusieurs personnes présentes au club ce soir-là ont réitéré l'information selon laquelle elle demandait de l'argent pour l'essence ou laissait entendre qu'elle avait besoin d'essence pour rentrer chez elle. La police appelle l'homme dont le nom et le numéro ont été trouvés sur une serviette en papier dans la voiture de Brandy. Cet homme, qui n'a jamais été identifié publiquement, dit avoir rencontré la jeune femme ce soir-là au club, qui lui a offert un verre, mais qu'elle a refusé et qu'elle lui a dit qu'elle n'avait plus d'essence. Finalement, la police disculpe l'homme à la serviette de toute implication. Les images de Brandy quittant le club sont interprétées différemment par la police et la famille de Brandy. La caméra se trouve au-dessus de la porte et ne montre que la zone située juste devant les portes d'entrée et de sortie. Brandy quitte le club et se dirige vers la droite de l'écran. Derrière elle, un homme portant un chapeau de cow-boy blanc sort en se dirigeant vers la gauche. Juste avant que Brandy ne disparaisse de l'écran, on peut la voir se retourner et si on suit son ombre, on la devine marchant vers la droite de l'écran en direction de l'homme au chapeau. Il n'y a pas d'image connue du parking, on ne sait donc pas si elle se dirigeait simplement vers son véhicule ou si elle a été appelée par l'homme ou quelqu'un d'autre. La police pense qu'elle est partie seule, tandis que sa famille pense que Brandy était peut-être avec l'homme au chapeau de cow-boy. On n'a aucune information concernant cet homme. Autre erreur stupéfiante, la police a supposé que le téléphone trouvé dans la voiture de Brandy était le sien et ce n'est que 2 semaines après la découverte du téléphone que la mère de Brandy l'a vu et a déclaré qu'il n'appartenait pas à sa fille. Il s'est avéré que le téléphone appartenait à l'ex de Brandy, qui est parti à l'étranger dans l'armée et lui avait laissé son téléphone. Ce n'est donc que le 17 août que la police s'est rendu compte qu'il n'avait pas le téléphone de Brandy. Après avoir consulté les relevés téléphoniques de la jeune femme, il découvre que le téléphone de Brandy n'a eu aucune activité sortante jusqu'au 11 août, soit pendant 9 jours après sa disparition. À partir de ce jour, le 11 août, des appels brefs et fréquents ont commencé à être passés, ce qui correspond à l'activité d'une personne impliquée dans un trafic de drogue. Le FBI localise les personnes qui ont passé ces appels. Il s'agit d'un homme et sa nièce et ils ont déclaré qu'un 3e homme le leur avait donné, sans préciser à quelle date. Bien qu'il n'ait jamais été identifié publiquement, cet homme était déjà connu de la police. Il est retrouvé puis interrogé et affirme qu'il se promenait dans le quartier sud de Longview lorsqu'il a trouvé le téléphone en train de sonner sur le sol, mais nous ne savons pas à quelle date. La police pense que cet homme en sait plus sur le téléphone qu'il veut bien le dire, mais ne le soupçonne pas d'être impliqué dans la disparition, ce qui est curieux car si sa version est vraie, cela veut dire que soit le téléphone de Brandy est resté 9 jours sur le bord de la route, dans un quartier malfamé, sans être rechargé ni protégé, ou bien qu'il l'a retrouvé assez tôt et qu'il n'a jamais répondu aux appels de personnes s'inquiétant de la disparition de la jeune femme, alors qu'il aurait pu décrocher et leur dire qu'il avait trouvé le téléphone par terre, ce qu'une personne innocente aurait fait selon moi. L'endroit où il dit avoir trouvé le téléphone se trouve à 4 pâtés de maison de l'endroit où la voiture de Brandy a été retrouvée. La famille de Brandy est convaincue qu'elle a été enlevée au club et qu'elle n'était pas dans sa voiture lorsqu'elle a été abandonnée sur l'I-20. Ils pensent qu'elle a été victime de trafic sexuel et qu'elle est encore en vie quelque part. En raison de l'absence de caméras et de témoins, on ne sait même pas si Brandy est parvenue jusqu'à sa voiture sur le parking cette nuit-là. En ligne, il y a 3 grandes théories sur cette affaire. Un enlèvement par quelqu'un qu'elle connaît, comme par exemple une personne qu'elle a rencontrée en boîte ce soir-là. Un enlèvement fortuit par un étranger qui s'est arrêté derrière elle sur l'autoroute pour l'aider et qui a sauté sur l'occasion. Ou un enlèvement dans l'intention de faire un trafic. À ce jour, depuis 2006, rien n'a été découvert concernant la disparition de Brandy. Alan Bryant Jr. Alan, un Écossais de 23 ans, quitte son domicile d'Etnam Drive peu après 20h le samedi 2 novembre 2013 et se rend à pied avec des amis à une fête de fiançailles au Leslie Golf Club. Alan arrive à la fête vers 21h, puis s'en va vers minuit lorsqu'il prend un minibus avec un groupe de la fête pour rejoindre la boîte de nuit Styx. Alan est filmé par les caméras de vidéosurveillance à 2h02, quittant la boîte, manifestement ivre. Il regarde brièvement autour de lui avant de marcher seul en direction du rond-point de Tanshaw. Ce sont les derniers moments jamais enregistrés du jeune homme qui ne sera jamais revu après ça. Il y a 2 théories sur ce qui s'est passé ensuite. Soit Alan a pris la direction de sa maison, qui se situe à 20 minutes à pied, mais problème, pour rentrer chez lui à pied, Alan aurait dû, s'il choisit le chemin le plus court, passer devant une station-service Shell sur Roxburgh Road, mais ces mouvements n'ont pas été repérés sur les images de vidéosurveillance de la station.
Il s'est avéré par la suite que des images de vidéosurveillance essentielles provenant d'une salle de boxe et d'une salle de billard située à proximité, que je n'ai pas retrouvées sur Google Maps, qui auraient également couvert le trajet d'Alan jusqu'à son domicile, n'ont pas été récupérées et ont finalement été écrasées. Comme vous le voyez, le chemin pour rentrer à son domicile ne passe pas par des cours d'eau ou des étangs où il aurait pu tomber et se noyer. Par contre, il y a un bois au bout de son lotissement, accessible depuis la route. Alan aurait-il loupé sa ruelle, continué jusque là-bas pour une raison ou une autre, et serait allé dans le bois? La seconde théorie est qu'Alan se soit rendu à une soirée dans une maison non loin de là, et ou aurait été embarqué dans une bagarre. Si c'est le cas, personne ne s'est manifesté pour le confirmer. Le 16 juin 2017, la police fouille la maison d'un certain Thomas McAllister à Barton Place. Dans les années 2010, la famille de Thomas avait emménagé non loin de celle d'Alan, puis avait déménagé plus tard dans le quartier de Barton Place. Thomas était donc une connaissance d'Alan, et d'après sa famille, il a essayé d'entrer en contact avec Alan et ses amis, mais ces derniers n'étaient pas si intéressés. Malheureusement, le 18 juillet 2017, donc 2 mois plus tard, la police conclut la perquisition sans avoir trouvé de preuves. D'un côté, 4 ans après, il y avait peu de chances qu'il reste encore des preuves. Cette même année, M. Bryant s'est inquiété du fait que son fils ait pu avoir des contacts avec des membres d'une bande criminelle organisée quelques semaines avant sa mort. Il est intéressant de noter que le jeune homme de 23 ans devait comparaître devant le tribunal après avoir prétendument brisé la vitrine d'un magasin à l'aide d'un poteau après une soirée. M. Bryant pense que d'autres personnes impliquées dans cet incident faisaient partie d'une bande organisée. Alan a disparu 3 jours seulement avant de comparaître devant le tribunal pour cet incident. Mais il ne s'agit ici que de spéculation. Pour en revenir à la théorie de la soirée qui a mal tourné, d'après M. Bryant, je cite, « 4 témoins ont parlé à la police dans les jours qui ont suivi la disparition de mon fils, de cris provenant du quartier de Barton Place vers 4 heures du matin, soit 2 heures après qu'Alan ait été vu vivant pour la dernière fois. Ce bruit a été décrit à plusieurs reprises comme un cri hystérique, comme si quelque chose n'allait pas du tout. Je pense qu'Alan a été assassiné et que l'on s'est débarrassé de son corps cette nuit-là. » Dans un article paru dans le journal The Sun au début du mois d'avril 2024, il semble que l'identité de la femme qui a crié ait été établie comme étant l'une des amies d'Alan. La famille Bryant pense qu'elle sait ce qui s'est passé, mais ne veut pas le dire, car sa famille à elle serait impliquée dans la disparition du jeune homme. Monsieur Bryant affirme également à propos de la supposée femme qui a crié, je cite, « Elle ne sort plus maintenant, elle boit constamment et les personnes que nous croyons responsables vivaient au bout de notre rue et ne nous regardaient pas dans les yeux quand nous allions faire nos courses. » Selon M. Bryant, les amis d'Alan savent exactement ce qui lui est arrivé, mais ils pensent qu'ils se protègent les uns les autres ou à cause d'un climat de peur et de représailles. De plus, M. Bryant déclare qu'habituellement, après une soirée ou une fête, les amis d'Alan postent des photos de la soirée sur les réseaux sociaux, à l'époque principalement sur Facebook, mais qu'à cette occasion, ce fameux soir, il n'a eu aucune activité de ce type. S'agit-il d'une question de respect ou y a-t-il quelque chose de plus? M. Bryant a été informé qu'une jeune fille de la ville s'était fait porter pâle à son travail le lundi. Pour rappel, Alan a disparu le samedi, car elle était trop bouleversée par sa disparition. Mais ce qui est troublant, c'est que le manager de cette fille a indiqué à M. Bryant qu'elle avait téléphoné vers 15 h, alors que la famille n'a signalé la disparition d'Alan qu'à 16h40. Pour finir, M. Bryant affirme connaître l'identité du meurtrier présumé de son fils, un homme qui avait auparavant menacé de tuer Alan. M. Bryant déclare, je cite, « Ce type détestait absolument Alan. Il l'a toujours détesté parce qu'il était populaire là-bas, à Glenrothes. » Il continue en déclarant « Lui et ses amis ont grandi ensemble, et tout le monde aimait Alan. L'autre gars, lui, ne parlait que de bagarre. Une fois, il est entré chez moi avec un bout de bois en criant « Alan Bryant, je vais te tuer !» Un soir, Alan était à une fête, il s'était endormi, et ce type est entré avec une bêche de jardin et aurait dit devant tout le monde « Heureusement que tu dors, Alan, sinon je t'aurais tué. » Ce gars serait-il Thomas McAllister, celui dont la maison a été perquisitionnée? À ce jour, il n'y a aucune avancée dans l'affaire de la disparition d'Alan, aucune qui a été rendue publique du moins, mais l'enquête est toujours ouverte et en cours. Dites-moi en commentaire vos théories sur ces mystérieuses disparitions, et abonnez-vous!